Bonjour chers étudiantes et étudiants de statistique. Donc, dans la dernière capsule, on a terminé en disant que, en parlant de l'inférence et de la probabilité et en mentionnant qu'il y a certaines choses qu'il est bon ou raisonnable de présupposer à propos de populations et qui peuvent nous permettre de faire des prédictions par rapport à la probabilité de tirer un certain échantillon d'une population. Okay? Et dans le cours ici, je veux parler d'une de ces présuppositions-là qui est centrale, qui est importante d'avoir, quelque chose euh, qui est très raisonnable de présupposer à propos des populations qui nous intéressent dans différents cas. Donc, je recommence la dernière diapositive du PowerPoint précédent. Okay? Nous avons vu que votre capacité de calculer la probabilité d'obtenir un certain échantillon à partir d'une population dépend directement de ce que vous savez des paramètres de cette population. Okay? Donc, comme par exemple, on a vu que à partir d'un jeu de cartes qu'on pouvait considérer être la population, la probabilité de tirer un échantillon de taille 1, ça veut dire une carte qui est un roi, on pouvait calculer une certaine probabilité. Puis la probabilité de tirer un joker, qui est aussi un échantillon, mais de 1, de taille 1 dans le fond, avait une probabilité lui aussi qui était plus petite. Je me souviens plus exactement des chiffres, là. Mais c'était 4 sur 54 pour le roi, puis 2 sur 54 pour le joker. OK? Donc, on pouvait faire ça parce qu'on connaissait les paramètres de la population dans le sens où on connaissait des choses à propos de la population, le nombre de cartes qu'il y a, le nombre de rois qu'il y a, le nombre de jokers qu'il y a, etc. Puis on a terminé en disant que l'exemple des cartes est bien beau d'un niveau abstrait, théorique comme ça, avec des cartes, mais le monde, c'est pas un jeu de cartes, puis les populations qui nous intéressent, c'est pas des jeux de cartes. Puis en quelle manière est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on vient juste de voir à des vraies populations en psychologie, à des populations d'intérêt, c'est plus difficile. J'ai terminé en disant que même si on ne peut pas être certain, il y a des choses qu'il est raisonnable de présupposer à propos de la population qui vous intéresse, par exemple, et sur lesquelles vous pouvez vous baser pour estimer les probabilités d'obtenir un certain échantillon. Donc, je dois dire que là, on rentre dans l'inférence, là, dans les statistiques inférentielles. Il faut toujours se souvenir que tout ce qu'on va voir jusqu'à maintenant, de maintenant jusqu'à la fin du cours, tout ce qu'on va voir est toujours, faut toujours retenir que c'est en faisant certaines présuppositions, en supposant que telle chose est vraie. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de supposer des choses qu'on croit qu'on a des bonnes chances qu'elles sont vraies. Okay? Donc, essayez de garder toujours ça en tête. Tu sais, quand on calculait la moyenne d'un échantillon, on avait les vrais chiffres de l'échantillon, on avait les données, puis on calculait la moyenne, puis c'était la moyenne. Tu sais? On n'avait pas besoin de penser que quand on calculait X bar, c'était probablement la vraie valeur de la moyenne de l'échantillon parce qu'on faisait certaines présuppositions à propos de l'échantillon. Pas besoin de ça, tu as toutes les données. Même chose si tu as une population dont tu as toutes les données. T'sais? Pas de problème avec une population dont tu as toutes les données, tu peux calculer ce que tu veux à propos de cette série de données-là. Ça va donner les vraies choses, la vraie moyenne, la vraie carte type, etc. Mais à partir de ce point-ci dans le cours, on rentre dans des questions où souvenez-vous qu'il y a toujours une base de choses qu'on présuppose. Donc, à plusieurs points là, dans la matière, à partir de maintenant jusqu'à la fin, vous devriez toujours vous redemander, OK, ça c'est basé sur, on présuppose quoi là, pour affirmer ça? Là? OK? Donc, je vais essayer de revenir le plus souvent à ce point-là. Mais l'idée, c'est qu'il y a certaines choses que même si on connaît pas vraiment la distribution d'une variable dans la population, on peut présupposer certaines choses qui sont probablement vraies, qu'on sait avec des travaux de mathématiciens pendant des centaines d'années, certainement depuis les années 1800 avec l'invention de la statistique et des statistiques inférentielles,
qu'on sait avec des simulations qu'on a fait avec des ordinateurs qui génèrent des énormes distributions de données, il y a certains patterns qui semblent revenir. Et donc, on pense qu'il y a certaines choses qu'il est raisonnable d'assumer à propos des populations qui nous intéressent. Et si on assume que ces choses-là sont vraies, on est capable de formuler des probabilités d'obtenir un certain échantillon. Et on va voir dans ce PowerPoint-ci, on va voir une de ces grandes présuppositions qu'il est raisonnable de penser. Que ça se peut que des fois on se trompe, mais généralement, on ne va pas se tromper. Fait que voici le grand message là, de ce PowerPoint-ci, OK? C'est que, sauf dans le cas où on a des indications du contraire, okay? Sauf dans le cas où ça semble vraiment être le contraire, il est raisonnable de présupposer qu'une variable, en général, au sein de la population, va se distribuer, pardon, j'ai se distribute ici, là, ça devrait être se distribue, de manière normale ou de manière gaussienne, OK? Qui vient de Gauss, qui était un mathématicien, qui a été le premier, je crois, à formuler la formule qui donne la fonction qui produit cette forme-là, si on veut. Mais bon. Alors, je redis ça. Il y a beaucoup, beaucoup de chances que les variables au sein des populations, une variable se distribue normalement ou de manière gaussienne. Okay? Ceci signifie certaines choses spécifiques. Premièrement, c'est une distribution symétrique, en forme de cloche, un peu comme on voit ici, là, okay? Et qui a pour centre la moyenne. Et la moyenne est aussi la médiane, est aussi le mode. Okay? Portez pas attention à tous ces chiffres-là pour l'instant, je vais les expliquer plus tard. Aussi, comme la moyenne est en plein au milieu, est la médiane dans le fond, 50%, la probabilité qu'un score ici soit en dessous de la moyenne est de 50%, et la probabilité qu'un score soit au-dessus de la moyenne est aussi 50%. Okay? Donc, ce que j'essaie de dire, puis je dois vous expliquer ça ici, là. Ça, c'est la probabilité. P, ça veut dire probabilité. Puis là, j'ouvre la parenthèse. Donc, la probabilité que si je sélectionne un score X au hasard, ce score X-là soit plus petit ou égal à la moyenne est de 0,5, ce qui veut dire 50%. Donc, je répète ça. La probabilité que si je tire un score au hasard dans ma distribution au sein de la population, que ce score-là soit égal ou plus petit à la moyenne est de 50%. Donc, c'est tout ici, ce que j'ai en jaune. OK? Et la probabilité que si je pige un score au hasard, mon X ici, qu'il soit plus grand ou égal à la moyenne, est aussi de 0,5, 50%, c'est tous les scores qui sont ici. Donc, ça redit dans le fond que la distribution gaussienne ou normale, okay, c'est une distribution symétrique qui a la moyenne au milieu. Donc, la moyenne est aussi la médiane, qui est aussi le mode. Okay? Donc, j'essaie de vous dire dans le fond que il y a tellement d'exemples qu'on a recueillis au fil des années de distribution dans toutes sortes de sciences, de la psychologie à l'astronomie, à la physique, à toutes sortes de trucs. Il y a toutes sortes de variables dans plein de sciences qu'on a remarqué que pour autant qu'on les comprenne, elles semblent toutes se distribuer d'une manière gaussienne, normale, ou approximativement normale. Ce qui veut dire assez proche de normal que c'est assez normal. C'est assez gaussien comme distribution. Et une distribution normale, gaussienne, c'en est une qui est en forme de cloche, comme ça, symétrique, moyenne, mode, médiane est en plein au milieu, 50%
de probabilité, si vous tirez un score au hasard, vous avez 50% de probabilité qu'il soit en dessous ou égal à la moyenne. C'est ça ici. Puis 50% de probabilité qu'il soit au-dessus ou égal à la moyenne. OK, maintenant, on va regarder ces chiffres-là ici, là, les trois en haut. OK? Dans une distribution gaussienne normale, OK, la probabilité, P, ici, la probabilité que si vous tirez un score au hasard, OK, il soit quelque part entre, oui, ma petite flèche, quelque part entre moins 3 écarts types et plus 3 écarts types, ça veut dire quelque part entre ici et ici, alentour de la moyenne, est de 99,73% ou 0,9973. Ça veut dire que dans une distribution gaussienne, 99,73% des scores se situent entre moins 3 écarts types de la moyenne et plus 3 écarts types de la moyenne. 99,73% des scores. Donc la vaste majorité des scores se situe entre moins 3 écarts types et plus 3 écarts types alentour de la moyenne. Okay? Dans une distribution gaussienne aussi, 95,44% des scores se situent entre moins 2 et plus 2 écarts types. Donc, si vous choisissez un score au hasard d'une distribution gaussienne, vous avez 95,44% des chances que ce score-là soit quelque part entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types alentour de la moyenne. Comme ça ici. Et quelle est la probabilité que si je pige un score au hasard dans une distribution gaussienne, que ce score-là soit quelque part entre moins 1 écart type par rapport à la moyenne et plus 1 écart type par rapport à la moyenne? Bien, cette probabilité-là, elle est de 68,26% ou 0,6826. La probabilité qu'un score que je nomme X se trouve quelque part entre moins 1 écart type et 1 écart type, alentour de la moyenne, est de 68,26. Okay? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que Gauss, ce mathématicien qui nous a donné cette distribution normale, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé des exemples de plein de différentes sciences, la façon de plein de variables se distribuaient, okay, pour autant qu'on le sait avec des grosses bases de données et ainsi de suite. Et il a remarqué qu'il y avait des choses qui revenaient constamment dans toutes ces distributions-là, de plein de variables, de plein de différentes sciences, plein de différents domaines. Et il a fait un genre de prototype avec ça, qui dit, voici comme la distribution normale classique, que toutes ces distributions normales-là semblent être une version de ça. Et c'est une distribution en forme de cloche, symétrique, avec la moyenne au milieu, qui est la même chose que le mode et la médiane, et que si vous pigez un score au hasard, 99,73% du temps, ça va être un score qui va tomber entre moins 3 et plus 3 écarts types. 95,44% du temps, ça va être un score qui va tomber entre moins 2 et 2 écarts types. Et 68,26% du temps, ça va être un score qui va tomber entre moins 1 et 1 écart type. OK? Ça, c'est la distribution gaussienne, la distribution normale. Puis je sais que pour l'instant, vous vous dites peut-être, OK, mais c'est quoi le but de tout ça? Vous allez voir plus tard comment on va utiliser ces probabilités-là pour déterminer si quelque chose est rare ou pas rare. Ce qui va nous permettre de répondre à ces fameuses questions de, est-ce que c'est un échantillon qu'on s'attendrait d'avoir pigé d'une population en présupposant que la population se distribue normalement? OK, continuons parce qu'il y a d'autres chiffres ici. Okay? Gauss nous dit aussi que dans une distribution normale, la probabilité, P ici, la probabilité que si je pige un score, il soit entre la moyenne et un écart type, ce qui est en bleu ici, c'est la même que la probabilité qu'il soit entre la moyenne et moins un écart type. Parce que souvenez-vous, tout est symétrique. Donc la probabilité qu'un score que je pige au hasard tombe entre la moyenne et plus un écart type, ça ici, là, la probabilité que si je pige un score au hasard, il tombe entre la moyenne et un écart type, en bleu ici, est la même probabilité que si je pige un score et qu'il tombe entre la moyenne et moins un écart type,
parce que c'est tout symétrique. Et cette probabilité-là est de 34,13% ou 0,3413 en décimale. OK? Et c'est là d'où on a vu ça fait du sens, okay? Parce qu'on a vu tantôt que la probabilité que je pige un score au hasard d'une distribution gaussienne normale et que ce score-là tombe entre moins 1 écart type et plus 1 écart type alentour de la moyenne, on avait vu que cette probabilité-là était de 68,26. Bien, ce 68,26, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le 34,13 ici, plus le 34,13 là. Ça fait du sens. Okay? Dans une distribution gaussienne aussi, la probabilité que si je pige un score, un X, et qu'il tombe quelque part entre plus 1 écart type et plus 2 écarts type, ça veut dire ici en bleu. Okay? Donc la probabilité que mon score tombe quelque part entre 1 écart type en haut de la moyenne et 2 écarts type en haut de la moyenne, ce qui veut dire ça ici, est la même que la probabilité qu'il tombe entre moins 1 écart type et moins 2 écarts type en bas de la moyenne, parce que tout est symétrique. Et c'est 13,59 ou 0,1359. Okay? Et remarquez que tantôt, je vous ai dit que les probabilités que vous tiriez un X, un score, au hasard et qu'il tombe entre moins 2 écarts type et plus 2 écarts type alentour de la moyenne étaient de 95,44. Okay? Mais ce 95,44-là, si vous faites les probabilités associées entre moins 1 écart type et moins 2 écarts type, puis entre la moyenne et moins 1 écart type, puis vous doublez tout ça parce que c'est symétrique. Donc, si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben ça donne ça, 95,44%. Je continue. Selon la distribution gaussienne, la probabilité, P ici, la probabilité que si je pige un score, il est quelque part entre 2 écarts types et 3 écarts types en haut de la moyenne, ça veut dire ça ici, 2 écarts types et 3 écarts types, est la même chose que la probabilité que si je pige un score et qu'il soit entre moins 3 écarts types et moins 2 écarts types, ce qui veut dire ici en jaune. Okay? Toujours symétrique. Et cette probabilité-là est de 2,14. 2,14 ici et 2,14 là, ou 0,0214. Okay? Encore une fois, je vous ai déjà dit, tantôt, on a vu que la probabilité que si je pige un score au hasard, la probabilité que j'ai de piger un score au hasard et qu'il tombe entre moins 3 écarts types et plus 3 écarts types, alentour de la moyenne, que c'était 99,73, bien si vous faites la probabilité ici entre moins 3 et moins 2, plus celle-ci entre moins 2 et moins 1, plus celle-ci entre moins 1 et mu, puis que vous doublez tout ça parce que c'est symétrique, donc vous faites plus ça, plus ça, plus ça, bien ça va vous donner le grand 99,73%. Donc les chiffres qu'il y a ici en bas, là, dans le fond, ce sont eux qui constituent les chiffres qu'il y a en haut ici. Et finalement, la probabilité dans une distribution normale gaussienne, puis souvenez-vous, l'argument, c'est qu'on va faire l'argument, très souvent dans le cours, que si vous avez une variable, il est fort, fort probable, selon nos expériences antérieures, qu'au niveau de la population, cette variable se distribue normalement, de manière gaussienne. Ce qui veut dire que la probabilité que je tire un score au hasard, X ici, et que ce score-là soit plus grand que 3 écarts types en haut de la moyenne, ça veut dire ici, plus grand que 3 écarts types en haut de la moyenne, c'est la même que la probabilité qu'il soit plus petit que moins 3 écarts types en bas de la moyenne, parce que tout est symétrique. Et cette probabilité est 0,0014, soit 0,14%. OK? 0,14%. Donc, dans le fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous présupposez qu'une distribution, qu'une variable se distribue normalement, puis si vous arriviez par une manière quelconque à obtenir un score qui est à plus que 3 écarts types de la moyenne, okay? Là, on ne sait pas c'est quoi la moyenne, évidemment, mais imaginons qu'on savait qu'on avait eu un score qui était à plus que 3 écarts types de la moyenne, bien, ces scores-là sont très rares. Parce que la chance de trouver un score qui est plus que 3 écarts, qui est égal à 3 écarts types ou plus de la moyenne, est de 0,14%, et même pas de 1%. Okay? Ou la probabilité d'obtenir un score dans une distribution normale qui est égal ou plus petit que 3 écarts types en bas de la moyenne, est elle aussi de 0,14%. Donc même pas la moitié de 1% des scores tombe à 3 écarts types en dessous de la moyenne. Okay?
Donc, évidemment, les scores rares sont des scores qu'on retrouve ici, et plus bas même. OK? Puis les scores ici sont un peu moins rares, mais quand même beaucoup rares, 2.14. Les scores ici, un peu moins rares. Les scores ici, beaucoup moins rares. En fait, ici, le 34% de chances de trouver un score, c'est quand même pas pire. C'est juste un peu plus qu'un tiers un tiers de pourcent, un tiers de chance. Tu sais, si vous faisiez des paris, un tiers de chance, ça, c'est vraiment, c'est pas pire. Là, vous avez une chance sur trois. Tu sais. Mais, et on le voit ça, là, dans la courbe. Ici, c'est très haut, donc 34%. Là, ça descend, 13.59, 2.14, 0.14, puis ça descend, 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 descend. Et ça, c'est une distribution normale gaussienne. OK, maintenant, à partir de ça, il s'avère qu'on peut faire certaines combinaisons pour faire certains calculs. Comme par exemple, si je vous demande, OK, quelle est la probabilité, P, que si je tire un score au hasard, X, ce score-là soit plus grand que ou égal à 2 écarts types en haut de la moyenne. OK? Ce qui veut dire plus grand que ou égal à 2 écarts types en haut de la moyenne, ça veut dire tout ça. OK? Bien, cette probabilité-là est la même que si je pige un score au hasard, il soit plus petit que ou égal à moins 2 écarts types en bas de la moyenne. OK? Et cette probabilité-là est, ben, je vais prendre la probabilité de moins 2 à moins 3 écarts types, 2.14, et rajouter celle de moins 3 écarts types et moins 0.14. Donc, je fais 2.14 plus 0.14, et ça me donne 2.28. Autant de ce bar-ci que de ce bar-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans une distribution dans une variable qui se distribue de manière normale ou gaussienne, si je pige un score au hasard, les chances, les probabilités que ce score-là soit au moins 2 écarts types ou plus là, en haut de la moyenne est de 2.28%, ce qui est ça ici. Ou bien, redit de l'autre bord, la probabilité qu'un score que j'ai pigé dans une distribution normale gaussienne se situe à moins 2 écarts types en bas de la moyenne ou encore moins, okay? C'est la même chose. 2.14 plus 0.14, 2.28%. On peut faire un autre calcul de différentes combinaisons. Si je vous dis, par exemple, okay, quelle est la probabilité dans une distribution gaussienne que si vous tiriez un score, voici mon score X, que ce score-là soit quelque part entre moins 2 écarts types en dessous de la moyenne et 1 écart type en haut de la moyenne. Ben, c'est ça ici qu'on voit en jaune. Il est quelque part entre moins 2 et 1. Bien, cette probabilité est exactement la même, à cause de la symétrie, que la probabilité que si je pige un score, il soit entre moins 1 écart type en bas de la moyenne et 2 écarts types en haut de la moyenne. Donc, c'est exactement la même que celle-ci, okay, pour des raisons de symétrie. Donc, cette probabilité-là en jaune est exactement la même que celle-ci en bleu. Okay. Et c'est 13.59 plus 34.13 plus 34.13. Ou en bas ici, 34.13 plus 34.13 plus 13.59. Et cette probabilité est de 81.85% ou 0.8185. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une distribution normale, gaussienne, si je pige un score au hasard, j'ai 81.85% des chances que ce score-là se situe quelque part entre moins 2 écarts types et 1 écart type de la moyenne, ou bien quelque part entre 1 écart type et entre moins 1 écart type et 2 écarts types de la moyenne. Okay? Donc, on peut faire toutes sortes de jeux comme ça. On peut calculer toutes sortes de trucs. Encore une fois, vous dites probablement, ouais, mais c'est le fun, mais je veux dire des calculs, d'accord, mais ça fait quoi dans la vraie vie? On va voir ce que ça veut dire dans la vraie vie plus tard. Parce qu'il s'avère que la vaste quantité des stats qu'on va faire, ben, une grande quantité des stats inférentielles qu'on va faire jusqu'à la fin de la session va être basée là-dessus, sur ces probabilités-là. OK. Donc, ça, c'est la distribution normale gaussienne. Puis, à ce point-ci, je vais juste y faire un petit changement. C'est que, vous voyez, ben, je vais retourner, tiens celle-là ici. Là. Vous voyez que cette distribution-là, OK, comment dire, elle est graduée, si on veut, ou elle est mesurée en termes d'écart type. Moins 3 écarts types, moins 2 écarts types, moins 1 écart type, la moyenne. 1 écart type, 2 écarts types, 3 écarts types. Okay? Ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on peut simplement la transformer de manière standardisée.
OK? Si je la transforme en score Z, cette distribution-là là, de gaussienne, ça va me donner exactement la même chose, la même affaire, mais regardez, à la place, ma moyenne est 0, donc je n'ai pas besoin de mettre mu ici, mu est 0. Puis tous les écarts types dans une distribution standardisée, on a déjà vu que la moyenne est 0 et que l'écart type est de 1. Donc, un écart type en haut de la moyenne, c'est un score Z de 1. Deux écarts types en haut de la moyenne, c'est un score Z de 2. Trois écarts types, c'est un score Z de 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Okay? Donc ça, c'est exactement la même distribution, mais si on prenait toutes les données puis on les convertissait en score Z. Mais tout reste la même chose. Tout reste la même chose. Okay? Donc, la distribution normale peut aussi être exprimée en termes de score standardisé. Puis la seule différence, c'est que mon mu ici est devenu 0 et que mon écart type est devenu 1. Puis 2 écarts types en haut de la moyenne, c'est un score de 2. Puis 3 écarts types en haut de la moyenne, c'est un score de 3. Puis moins 2 écarts types en bas de la moyenne, c'est un score de moins 2. Et ainsi de suite. Ça, c'est des scores standardisés. Ça, la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je vais maintenant vous montrer un outil qui vous permet de calculer des probabilités, puis qui fonctionne, lui, avec des scores Z. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut transformer ça en distribution standardisée, dont la moyenne est 0. Le symbole n'est plus mu, mais c'est maintenant 0. Puis la valeur des écarts types est 1. Donc, au lieu de dire on est à un écart type de la moyenne, on dit qu'on est à un score de 1. Au lieu de dire qu'on est à 2 écarts types de la moyenne, on dit qu'on est à un score de 2 parce que la valeur d'un écart type, c'est 1. Donc, 2 écarts types en haut de la moyenne, c'est 2 et ainsi de suite. Alors, toutes ces informations-là par rapport à la distribution gaussienne, puis toutes les probabilités possibles qu'il est possible de calculer, okay, sont toutes disponibles dans une table qu'on appelle la table des Z. Okay, la table de la distribution normale standardisée. Okay, qui représente cette distribution-là ici. Là. Standardisée, ça veut dire avec la moyenne qui est égale à 0, puis la valeur des écarts types qui est 1. Okay. Et voici la table. Puis oui, ça a l'air un peu complexe pour l'instant, mais vous allez voir, vous allez vous y habituer très rapidement. Ce que cette table fait, c'est qu'elle vous donne toutes les probabilités possibles de toutes sortes de scores Z. Donc, elle indique les différentes probabilités d'obtenir un score Z qui est entre la moyenne de 0 et une valeur choisie. Bon, si je vous demande, par exemple, okay, c'est quoi la probabilité... OK, juste pour le fun, là, je vais revenir ici. Tantôt, on a vu que la probabilité de tirer un score qui est entre la moyenne et un écart type en haut de la moyenne est de 34,13. Ouais? Okay? 34,13% des scores vont tomber entre la moyenne et un écart type. Okay? Bien, regardons ça. Regardons ce 34,13 en tête. Ici, on demande quelle est la probabilité que si je pige un score standardisé, un score Z, il tombe entre moins 1 et 0. Ça veut dire qu'il tombe entre moins 1 écart type en dessous de la moyenne et la moyenne, de manière standardisée. Okay? Mais je vais arrêter de parler maintenant de moyenne. Là. Vous devez savoir que quand on parle de score Z, la moyenne est égale à 0, puis un écart type est égal à 1. Donc, quelle est puis si vous avez de la misère à comprendre ça, laissez-moi le savoir. Quelle est la probabilité que si je pige un score Z au hasard dans une distribution que j'ai standardisée, puis qui est normale, si cette distribution est normale, si elle est gaussienne, là, quelle est la probabilité que si je pige un score Z, il est quelque part entre moins 1 et 0, bien, c'est la même probabilité que s'il est entre 0 et 1. La même chose à cause de la symétrie. Okay? Donc, au niveau graphique, c'est quelque part ici, là, la probabilité qu'un score soit entre 0 et 1. Okay? Pour ça, est la même que la probabilité qu'il soit entre 0 et moins 1, ici. Et cette probabilité, vous allez la trouver dans la table des Z. Ce que vous faites, vous dites, OK, parce que cette table-là te donne la probabilité de trouver un score qui est entre la moyenne, qui est entre 0, la moyenne, okay, qui est entre 0 et un score donné. Donc, vous voulez savoir quelle est la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et 1. Donc, vous allez à un score Z de 1. 1.0. Puis en fait, c'est 1.0000. Donc, vous allez à 1.0, puis à la rangée 1.0, puis la colonne 0.00. Ce qui veut dire 1.000, ça donne 0.34.13.
qui veut dire que 34,13% des données vont tomber ici, entre 0 et 1, et tomber ici, entre 0 et moins 1. 34,13% des données. La table vous dit que 34,13% des données dans une distribution normale vont tomber entre 0 et un score Z de 1 et entre 0 et un score Z de moins 1. Mais ça, c'est exactement ce qu'on a ici. 34,13. Ici. Okay? Entre 0 et 1 et entre 0 et moins 1. Et ça, c'est la version standardisée, mais si vous vous souvenez, ça, c'était la version non standardisée. Mais c'est toujours la même chose. Entre la moyenne et un écart type, 34,13. Entre la moyenne et moins un écart type, 34,13. Okay? Donc, cette table-là vous permet simplement de dire, OK, c'est quoi le pourcentage des scores qui, lorsqu'on a tout standardisé, c'est quoi le pourcentage des scores Z au hasard dans une distribution normale qui va tomber entre 0 et 1 ou bien entre 0 et moins 1. Okay? Ben, vous allez au score Z de 1, score Z de 1, parce que c'est ça ici, là, c'est le 1 qui vous intéresse. Donc, le 1 ici, là, vous allez à 1 ici, dans le score Z. Puis, le 1 ici, c'est vraiment 1.0000, donc vous allez à 1.0, la rangée 1.0, puis la colonne 0.00. Vous voyez ici la colonne 0.00. Okay. Donc, vous allez à l'intersection entre les deux et vous trouvez 0.34.13, ce qui veut dire que 34.13% des données vont tomber entre 0 et 1. Et c'est la même chose qu'entre 0 et moins 1. Donc, remarquez une chose, la table ici ne fait pas de différence à est-ce que c'est 1 ou moins 1. Est-ce que c'est 1 en... ben, c'est ça. Est-ce que c'est en haut de la moyenne, plus 1, ou en bas de la moyenne, moins 1? Donc, lesquelles des deux conditions c'est ici? La table ne fait pas de différence, parce que tout est symétrique. Ce qui arrive de ce bord-ci, c'est la même probabilité que ce qui arrive de ce bord-là. Donc, la table, elle s'en fiche là, de quel côté c'est, là. Elle vous dit, si tu as un score Z qui est quelque part entre 0 et 1, peu importe que ça soit du bord droit ou du bord gauche, la probabilité de ça, c'est 34,13. Okay? On va continuer à utiliser la table pour montrer d'autres exemples. Un autre exemple, si je veux savoir... Oh, attendez, j'ai mon titre ici, contexte 1, que je vais juste changer. OK, j'ai juste changé le titre ici, là. Bon, OK. Donc, si on veut savoir quelle est la probabilité que si je pige un score Z d'une distribution normale standardisée, une distribution normale que j'ai toute transformée en score Z, vous devriez savoir ce que ça veut dire en passant, quelle est la probabilité que je pige un score Z qui est quelque part entre moins 2 et 0, ce qui veut dire ça ici, entre moins 2 et 0, la partie en grise ici. Ben, c'est la même qu'entre 0 et 2. Même chose, parce que là, on ne fait pas de différence entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. C'est la même probabilité. Okay? Et ce qu'il faut maintenant, c'est que j'aille dans la table et que, n'oubliez pas, la table va me donner la probabilité qu'un score tombe entre 0 et un certain score Z que je choisis moi-même. Ici, c'est 2 que j'ai choisi. Okay? Qui est la même chose que moins 2 en passant dans ma table. Donc, je vais aller à 2, score Z. Je vais aller dans la rangée 2. Puis évidemment, 2, c'est 2.000. C'est juste des zéros. Donc, je vais aller à 2, la rangée 2, puis la colonne 0.00 qui est ici. Okay? Et donc, ça va me donner ça. 0.4772, ça veut dire 47.72% des scores standardisés vont tomber entre 0 et 2 ou entre 0 et moins 2. Donc, les probabilités que si une distribution se distribue normalement de manière gaussienne, qu'un score standardisé dans cette distribution-là tombe quelque part entre la moyenne et 2 ou entre la moyenne et moins 2 est, selon la table, de 47,72%. Okay? Autre exemple. Si on veut savoir quelles sont les chances que je pige à partir d'une distribution normale, que j'ai standardisée, que je pige un score Z qui est quelque part entre moins 3 et 0. Okay? Je vais juste le redire juste au cas où, là. Ça veut dire la même chose, ça, la probabilité que je pige un score pas Z, puis qu'il soit un score brut, là, normal, là, si on veut, et qu'il soit entre moins 3 écarts types entre la moyenne et la moyenne. Okay? Vous devriez comprendre ça. Mais là, on parle de score Z. Donc, la probabilité que si j'ai tout standardisé,
que je trouve un score qui est entre moins 3 et 0 est la même que, que la probabilité que je trouve un score qui est entre 0 et 3, parce qu'encore une fois, c'est symétrique. Donc, ça veut dire ici, de 0 à 3. En passant, il y a un petit blanc là qu'on voit peu, là, mais c'est pas gris à partir de 3. C'est gris jusqu'à 3. C'est la même probabilité que de 0 à moins 3. Ma table ici va me donner, elle ne fait pas de différence entre 3 et moins 3, s'en fiche de ça, mais ma table va me donner le pourcentage des scores qui sont entre 0 et un certain score Z qui m'intéresse. Ici, le score Z qui m'intéresse, c'est 3, qui est la même chose que moins 3. Donc, je vais aller à 3. 3.0. Évidemment, 3.0. 3, c'est 3.000. OK? Donc, je vais aller à la rangée 3.0, puis à la colonne 0.00, ici. Là. OK? Et si je descends, ça me donne 49.87. OK? Ça veut dire que 49.87% des scores standardisés dans une distribution normale se situent quelque part entre 0 et 3, ou entre 0 et moins 3. OK? 49.87% des scores. OK, maintenant, essayons quelque chose d'un peu différent. OK? N'oubliez pas que la table me donne la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et un score Z quelconque. Et ça marchait pour ça ici, là, pour les exemples à date, parce que c'était entre 0 et 1, entre 0 et 2, ou moins 1 et moins 2, entre 0 et 3, ou 0 et moins 3. Okay? La table me donne tout le temps la probabilité de trouver un score qui est entre 0, un score standardisé, okay, qui est entre 0 et un score Z quelconque. 1, 2, 3, ici. Dans ce cas-ci, c'était 3. Mais qu'est-ce qui arrive si je veux savoir la probabilité de trouver un score Z standardisé qui est entre moins 2 et 1, ce qui veut dire ça et ça. OK? Qui est entre moins 2 et 1. Mais la table ne me dit pas ça là, directement. La table me dit juste quelle est la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et un autre score, Z. OK? Donc, il va falloir que je procède de la manière suivante. Je vais diviser le problème en deux. Premièrement, je peux demander, OK, la partie à gauche, quelle est la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et moins 2? Bien, ça, vous savez par symétrie que c'est la même chose que 0 et 2. Okay? Donc, la probabilité de trouver un score Z qui est entre 0 et moins 2, ici, bien, je vais dans la table des Z, okay? Puis je vais à 2, qui est la même chose que moins 2. Puis 2, c'est 2.00. Fait que je vais à je commence à comprendre la ligne ici, 2.0, puis la colonne 0.00. Et ça me donne 47.72. Donc, je sais que 47.72% des scores au hasard vont tomber entre 0 et moins 2. Okay? Mais moi, ce que je veux savoir, c'est la probabilité qu'un score tombe entre moins 2 et 1. Mais je sais déjà que 47,72% des scores tombent entre moins 2 et 0. Donc là, tout ce que j'ai à demander, c'est c'est quoi la probabilité des scores qui tombent entre 0 et 1 ici. Et je sais ça. Je peux aller dans la table ici, puis je vais au score. Je vais voir pour le Z de 1. Donc Z1 ici. Évidemment, 1 c'est 1.00. Donc je vais ici. C'est 34,13%. Donc, 34,13% des scores tombent entre 0 et 1 et 47,72% des scores tombent entre 0 et moins 2. OK? Donc, si je mets ces deux-là ensemble et je les additionne, ça veut dire que 81,85% des scores tombent quelque part entre moins 2 et 1. Ça veut dire que si j'ai une distribution normale, que j'ai tout standardisé, tout réduit en score Z, réduit et centré en score Z, OK? Et que je pige un score Z au hasard, j'ai 81,85% de chance que ce score-là soit quelque part entre moins 2 et 1. Qu'il ait une valeur quelque part entre moins 2 et 1, score Z. Okay? Et ce 81,85, il n'est pas dans la table ici, parce que cette table-ci vous donne juste la probabilité de trouver un score entre la moyenne de 0 et un score Z quelconque. Là. Okay? Donc, il fallait additionner ces deux choses-là. OK, essayons une autre. Voyons une autre manière dont la table peut nous renseigner.
Si on veut savoir la probabilité que je pige un score dans une distribution toujours normale, ok, on assume la normalité, là, on assume une distribution gaussienne. Ok? Sinon, tout tombe à l'eau. On assume une distribution gaussienne. Mais comme je vous dis, on a des très bonnes raisons d'assumer ça parce qu'il semble qu'énormément de variables se distribuent comme ça dans la nature généralement. Okay? Pour des raisons mathématiques qui vont au-delà du cours, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a toutes sortes d'explications de ça. Donc, si on veut savoir, j'ai une distribution que je pense qu'elle est normale, ok? Et disons que j'ai tout standardisé en score Z. Quelle est la probabilité que je pige un score Z là-dedans et que ce score Z soit plus petit que moins 2? Okay? Donc, la probabilité qu'il tombe quelque part entre moins 2 et ben, le reste. En bas ici. OK? Ben, OK. Souvenez-vous, la table vous dit juste quelle est la probabilité qu'un score tombe entre 0 et quelque chose. Mais ici, on n'a pas entre 0 et quelque chose, on a entre moins 2 et plus, dans le fond. Moins 2 et plutôt et moins, et plus bas. Okay? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, premièrement, on sait que c'est symétrique. Donc, on sait que 50% des scores vont tomber entre 0 et, entre 0 et en dessous de 0. Okay? Donc, on sait que de ce bord-ci, il y a 50% de probabilité de trouver un score qui est de ce côté-là. 50% de probabilité de trouver un score qui est de ce côté-ci de la distribution. Puis la table, maintenant, peut nous donner quelle est la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et moins 2, ici, qui est la même chose qu'entre 0 et 2, parce que la table ne fait pas de différence entre les signes ici. Donc cette probabilité-là, ici, elle, on peut la trouver entre 0 et moins 2, qui est la même chose que 0 et 2. On va à 2, évidemment 2 c'est 2.000, donc on va ici, 47.72. 47.72% des scores se situent entre 0 et moins 2. 50% des scores se situent entre 0 et le reste, vers le bas, là, toute la partie à gauche. Donc, techniquement, tout ce qu'on a besoin de faire pour savoir le pourcentage des scores, la probabilité d'obtenir un score qui tombe entre moins 2 et le reste vers la gauche, moins 2 ou plus bas, ben c'est faire 50, ça ici, moins 47.72, ça ici, puis ça vous donne ça ici, qui est de 2,28%. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous prenez un score standardisé au hasard dans une distribution normale qui a été standardisée, vous avez 2,28% de chance que votre score soit quelque part, ben, qu'il soit de moins 2 ou plus petit, dans le fond. Okay? Soit de moins 2 ou plus petit. Et ce 2,28, il n'est pas donné dans la table ici, il fallait le calculer, parce qu'encore une fois, la table vous donne juste les probabilités entre 0 et un score que vous choisissez. Okay? Mais ici, on a utilisé ce que la table nous disait qui était entre 0 et moins 2, qui est la même chose qu'entre 0 et 2, qui était 47,72%. Puis on savait que c'est 50% hein, à gauche, parce que c'est symétrique, donc on avait juste besoin de faire ça, moins ça, pour nous donner ce qui restait ici, qui était de 2,28. Essayons ceci maintenant. Si on veut savoir, dans une distribution normale standardisée, quelle est la probabilité que si je pige un score Z, il soit plus grand que moins 2? Qu'il y ait une probabilité, P, qu'un score Z soit plus grand ou égal. Je devrais dire, à chaque fois que je dis plus petit, plus grand, c'est toujours plus grand ou égal, plus petit ou égal. Okay? Quelle est la probabilité qu'un score Z que j'ai pigé au hasard soit plus grand ou égal à moins 2? C'est ce que ça dit ici. Ben, on va procéder de la manière suivante. Premièrement, ça veut dire ça, tout ce qui est en gris ici, parce que j'ai mon moins 2 ici. Donc, tout ce qui est en gris ici. Quelle est la probabilité de tout ce qui est en gris ici? Ben, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? OK? Ben, probablement, on peut commencer de la manière suivante. On peut demander, c'est quoi la probabilité qu'un score Z tombe entre 0 et moins 2? Ça, on peut faire ça. Ça veut dire la même chose qu'entre 0 et 2, vous le savez déjà. OK? On va dans la table, on va à 2. 2.0, c'est 2.000, là. C'est 47,72%. Donc, 47,72% des scores se situent entre 0 et moins 2. Puis, mais nous, on veut tout ça en gris ici. Là. Ça inclut toute la partie ici. Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre tantôt? Là? Bien, que toute la partie qui est la moyenne ou plus, donc 0 ou plus, bien, c'est 50%. Donc, techniquement, si je fais 47,72%, qui est ça, plus 50%, qui est ça, mais ça me donne un total de 97,72%. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous tirez un score Z au hasard d'une distribution normale standardisée, vous avez 97,72% de chance que ce score-là soit entre moins 2
Qu'il soit égal à moins 2 ou plus, dans le fond. Okay? Qu'il soit entre moins 2 et... Ben, je devrais pas dire entre, ça dit mal les choses. Je devrais dire qu'il soit d'une valeur de moins 2 ou plus grande, dans le fond. Okay? Et la table des Z vous permet de calculer ça. Encore une fois, toutes ces questions-là, pour l'instant, c'est purement un jeu mathématique, là, pour l'instant, pour vous. C'est purement comme de l'addition, de la soustraction, puis c'est des chiffres, puis on arrive au bon chiffre, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? On va voir plus tard qu'on peut utiliser ça pour calculer des probabilités d'avoir obtenu une certaine donnée chez quelqu'un en présupposant certaines choses à propos de la population, par exemple. Et pour l'instant, je concède, je comprends que c'est complètement théorique, là, pour l'instant. OK. Puis là, vous dites peut-être, ou je vais le dire, puis si vous ne le disiez pas, je vais le dire, puis vous allez vous dire, ah, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai, qu'à date, on a juste, je sais pas si vous avez marqué, mais dans la table des Z, dans tous les exemples qu'on a fait à date, on est juste resté dans cette colonne-là. Okay? Pourquoi? Parce qu'à date, je vous ai juste fait des exemples où on implique un score Z entier. Les chances que ça soit entre moins 2 et 1, ou entre 0 et 1, ou entre 0 et 3, ou entre 0 et 2, ou entre moins 3 et 2. C'est quelque chose. Toujours des scores entiers, des scores Z entiers comme ça. Okay? Ben, des scores Z entiers sont toutes... vous avez 1.000, 2.000, puis 3.00, puis ça continue en passant, mais ça devient très très petit. Mais la table ne vous donne pas juste des scores entiers comme ça. Là. La table peut vous permettre de calculer des probabilités qu'un score se situe entre des scores Z décimales. Comme par exemple, quelle est la probabilité qu'un score Z, que je pige au hasard, se situe entre, au lieu de dire entre moins 1 et 2, qui se situe entre moins 0.76 et 2.034, par exemple. OK? Donc, la table Z vous permet de faire ça, et c'est là où ces autres rangées-là, ces autres colonnes-là deviennent importantes. Là. Puis je vais vous montrer un exemple. OK, prenons un exemple simple au début. Si je veux savoir quelle est la probabilité que dans une distribution normale standardisée, je pige un score Z et qu'il soit entre la moyenne et 0.75. OK? Ben, c'est ça ici. C'est pas tout à fait à 1. C'est un peu plus qu'un demi, qui soit entre la moyenne, entre 0, vous comprenez ce que je veux dire, hein? J'imagine que par entre la moyenne, là, vous ne devriez pas dire, il ne parle pas de la moyenne, il parle de 0. Vous devriez comprendre que si j'ai tout standardisé, la moyenne est égale à 0. Okay? Parfois, je vais revenir à ce langage-là, des fois, sans y penser. Vous devriez être capable de me comprendre. Okay? Sinon, laissez-moi le savoir. Okay? Je suis là pour vous. Donc, la moyenne qu'un score... La moyenne. Les probabilités qu'un score Z que je pige au hasard tombe, si on parle d'une distribution normale, standardisée, gaussienne, là, standardisée, la probabilité que ce score-là tombe entre 0 et 0.75, ben, je peux le calculer avec la table. Ce que je vais faire, ben, 0.75, c'est quoi? C'est mon score Z ici, 0.75. Je ne l'ai pas écrit ici, mais j'aurais pu écrire ici un petit 0.75, okay, juste avant le 1. Mais 0.75, c'est 0.7 plus 0.05. Okay? Si je fais ça, 0.7 dans la colonne, dans la rangée 0.7, puis je vais à la colonne 0.05, ben c'est 0.75. Okay? Et donc, c'est 0.2734, ça veut dire 27.34%. Ça veut dire que 27.34% des scores se situent entre, des scores Z standardisés, vont se situer entre 0 et 0.75. Ici. Okay. Et donc, à ce point-ci, juste pour laisser savoir, vous devriez comprendre que la probabilité est identique que celle qui se situe entre 0 et moins 0.75. À cause du fait que c'est symétrique. Vous devriez comprendre ça. Donc, je ne vais pas vous montrer un autre exemple où je vous demande quelle est la probabilité de trouver un score Z qui est d'une valeur entre 0 et moins 0.75. Vous devriez comprendre que c'est la même chose qu'un score Z, une valeur qui est entre 0 et 0.75. Okay? Quelle est la probabilité que je trouve un score Z si une distribution se distribue de manière gaussienne et qu'elle est standardisée, que j'ai tout converti en score Z? Quelle est la probabilité que je trouve un score Z qui, par hasard,
est quelque part entre 0 et moins 1,53. J'aurais pu écrire ici moins 1,53, là, ici dans la distribution. Là. Okay? Mais il est ici. Là. Imaginez un moins 1,53 ici. Okay? Ben, moins 1,53, bref, ce qui m'intéresse, c'est le score Z de 1,53. N'oubliez pas, la table ne fait pas de différence entre positif et négatif. Donc, je vais à 1,53, 1,50, 1,50, 1,51, 1,52, 1,53 ici. Parce que je suis allé dans la rangée 1,5, puis la colonne 0,03. Donc, ça m'amène ici. 0,3470. 43,70. Bref, 43,70% de chance que si je pige un score Z au hasard, il tombe entre 0 et moins 1,53. Okay? Évidemment, dois-je le redire, vous devriez comprendre que la probabilité est identique que celle si j'avais demandé quelle est la probabilité que votre score Z se situe entre 0 et 1,53, ce qui aurait été ici. Mais à cause que c'est symétrique, c'est exactement la même affaire. Maintenant, imaginons que je veux savoir quelle est la probabilité que si je pige un score Z d'une distribution normale standardisée, ce score Z tombe quelque part entre 0 et 2,18. Okay? Donc, au niveau graphique, ça veut dire ici, imaginez qu'ici, c'est 2,18. OK, bien facile. Je vais dans la table pour 2,18. 2.1, donc 2.10, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 dans la colonne 0.08. Okay? Cling, ça m'amène ici. 48,54%. 48,54% des scores Z d'une distribution normale qui a été standardisée vont tomber entre 0 et 2.18. Encore une fois, vous devriez comprendre que c'est la même probabilité qu'un score Z tombe entre 0 et moins 2,18. Évidemment, à cause que c'est symétrique. Okay? En passant, à partir de maintenant, ça, je vais arrêter de le dire. Donc, vous devriez avoir compris ça là. OK. Mais là, tous mes exemples étaient à partir de 0, right? Entre 0 et 0,75, entre 0 et moins 1,53, entre 0 et 2,18. Mais comme on a vu tantôt, je peux utiliser cette table-là, même si la table me donne tout le temps les probabilités entre 0 et un score Z quelconque, je peux quand même l'utiliser pour calculer les probabilités entre un score Z quelconque qui n'est pas 0 et un autre score Z quelconque qui n'est pas 0, comme par exemple ça ici. Quelle est la probabilité que si je pige un score Z au hasard, j'ai pas mis mon petit X en petit ici, là, mais peu importe. Okay? La probabilité dans une distribution gaussienne normale que j'ai standardisée, la probabilité que je pige un score Z et qu'il tombe quelque part entre moins 1,91 et 1,22, ben c'est tout ça ici. Entre moins 1,14 et 1,22, c'est tout ça ici. Avez-vous une idée comment vous le feriez? Okay? Peut-être que vous pourriez déjà mettre ça sur pause puis avoir une idée de comment vous le feriez. Essayez ça. Mettez-le sur pause puis pensez comment vous le feriez. OK? OK. Avez-vous essayé? Je vais vous montrer comment vous auriez dû le faire. Bien, premièrement, la table ne va pas me donner entre moins 1,91 puis 1,22. La table donne juste entre 0 et un certain score Z. Bon, mais je peux utiliser la table donc pour savoir entre 0 et moins 1,91. Okay? Je peux faire ça. Donc, moins 1,91, c'est 1,91. Okay? Donc, je vais à 1,80, 1,90, 1,91. Ici, passer la colonne 0,01, puis la ligne 1,9. Donc, 47,19% des scores tombent ici. Okay? Mais c'est bien beau, mais 47,19 ici, mais moi, je veux tout ça. Donc, il me manque ici la partie en gris. Ben, rien de plus simple. Je vais de 0 à 1,22. Donc, quelle est la probabilité qu'un score tombe entre 0 et 1,22? Ben, je vais à 1,20, 1,20, 1,21, 1,22. Ici, 0,3888, donc 38,88, 38,88. 38,88% des scores vont tomber entre 0 et 1,22. OK, bien si je mets ces deux trucs-là ensemble, 47,19 plus 38,88,
Ça me donne 86,07. 86,07% des chances que si je pige un score au hasard, un score Z, d'une distribution normale gaussienne que j'ai standardisée, que ce score-là tombe entre moins 1,91 et 1,22. Autre exemple. Si on veut savoir, OK, j'ai une distribution normale gaussienne que j'ai standardisée. Si je prends un score Z au hasard, quelles sont les chances que ce score Z soit plus petit que moins 0,74? Ça veut dire tout ça ici, en gris. Parce qu'ici, là, ça serait moins 0,74. Je ne l'ai pas écrit, j'aurais pu, là. Moins 0,74. Okay. Quelles sont les probabilités que je trouve un score qui est de moins 0,74 ou moins? Okay, qui est tout ça. Ben, j'ai un peu vendu la mèche, là. J'ai pesé trop vite sur le bouton, mais pouvez-vous essayer par vous-même? Mettez ça sur pause, essayez, et puis ensuite, on va regarder ce que vous avez eu. OK? Je vous laisse mettre ça sur pause. OK. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Avez-vous trouvé ceci ici? Que la façon de procéder, évidemment, c'est que la table, encore une fois, vous donne tout le temps les probabilités à partir de 0. Mais ici, ce n'est pas à partir de 0, c'est à partir de moins 0,74 et en bas. Donc, comment faire? Bien, tout d'abord, on sait que tout ce qui est à gauche de 0 ou moins, c'est 50%. Donc, on sait que tout ça, c'est 50%. J'aurais pu mettre la flèche plus loin en passant. Je ne voulais pas vous donner l'impression ici que les 50% s'arrêtent comme ici. C'est tout ce qui est à gauche qui est 50%. OK? Mais ensuite, je peux déterminer la probabilité d'être entre 0 et moins 0,74, qui est la même chose que 0,74. Donc, je peux déterminer ça ici. Right? Et ça, si je vais à 0,74, 0,70, 71, 72, 73, 74, 27,04. 27,04% des données vont tomber ici. 50% des données vont tomber complètement à la gauche. Donc, ça veut dire que si je fais, ce qui me reste ici, c'est ce qui m'intéresse, la zone grise. Donc, si je fais tout ça, 50 moins 27,04, la partie qui ne m'intéresse pas, je tombe à 22,96, qui est tout ce qui est en gris ici. 22,96% de chance que si je pige un score Z au hasard dans une distribution normale, standardisée, vous devriez savoir ce que ça veut dire, que ce score-là tombe à moins 0,74 ou moins. Okay? La table des Z me permet de calculer ça. OK, essayons un autre. Okay? Encore une fois, j'ai une distribution que je présuppose être normale, gaussienne, et que j'ai standardisée. Quelles sont les chances que si je pige un score Z au hasard, il tombe quelque part entre moins 0,72, qui est ici, j'aurais pu l'écrire ici, mais je n'ai pas fait, et 1,51, qui est ici, j'aurais pu l'écrire ici, mais je n'ai pas fait. Donc, la zone en grise ici. Avez-vous une idée comment vous pourriez procéder? Mettez ça sur pause, essayez-le par vous-même, puis ensuite on va voir. Allez-y. OK, l'avez-vous essayé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que c'est la bonne réponse? Regardons comment on fait ça. Bien, évidemment, je vous ai déjà dit, la table ne nous donne pas des probabilités entre un certain score Z autre que 0 puis un autre score Z autre que 0. Elle donne juste des probabilités entre 0 et un certain score Z. Ou un certain score Z et 0, ça veut dire la même chose. Mais donc, il va falloir casser ce problème-là en deux. Je peux commencer à la gauche. J'aurais pu commencer à la droite, mais je peux commencer à la gauche ici. Quelle est la probabilité de trouver un score Z qui est entre 0 et mon point ici qui est moins 0,72? Ben, c'est la même chose que 0,72. 0,70, 11, 12, ici. Je ne sais pas si je l'ai mis dans un encadré, là. Je pense que je ne l'ai pas mis dans un encadré, mais c'est ça ici, là. 26,42. Donc, 26,42% des scores vont naturellement tomber entre 0 et moins 0,72. J'ai cette partie-là. Maintenant, il me reste juste l'autre partie. Ah, je l'avais encadré. Okay. Quelle est la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et 1,51? 1,51. 1,50. 1,51. 0,4345. 43,45% de trouver un score qui est entre 0 et 1,51. Mais moi, je ne veux pas juste la probabilité d'ici. Je veux la probabilité de tout ça. Ben, j'ai juste à additionner. 26,42 plus 43,45 égale, j'ai pas mis le petit égal, pardon, okay, c'est égal à 69,87%. Donc 69,87% des scores Z, dans une distribution normale standardisée,
69,87% des scores Z vont naturellement tomber entre moins 0,72 et 1,51. En passant, juste pour vous remettre à ce que ça veut dire que si je déstandardise tout ça puis je m'exprime en termes de score brut non standardisé, ça veut dire que 69,87% des scores vont tomber entre moins 0,72 écart type en dessous de la moyenne et 1,51 écart type en haut de la moyenne. Okay? Mais je m'exprime tout le temps en score standardisé à partir de maintenant, sauf si je dis le contraire. OK, un autre. Je sais que c'est long, mais il faut vraiment s'habituer à ça. OK? Si je vous dis que j'ai une distribution gaussienne normale que j'ai standardisée, quelle est la probabilité que si je prends un score au hasard de cette distribution-là, ce score-là, la probabilité que ce score Z-là soit plus petit ou égal à 1,51? Ben, 1,51, c'est comme ici. J'aurais pu le mettre, mais je ne l'ai pas mis. Plus petit ou égal, mais ça veut dire tout ça. Donc, la probabilité qui est définie par toute cette zone grise-là ici. Comment feriez-vous ça? Mettez ça sur pause, essayez-le, puis ensuite, on va voir si vous l'avez eu. Allez-y. OK, je présuppose que vous l'avez essayé. J'ai peut-être pas raison, mais peu importe. Comment faire ça? Ben, une fois de plus, ma table des Z me donne la probabilité entre 0 et un certain score Z. Mais pas entre un certain score Z qui n'est pas 0 et un autre score Z qui n'est pas 0. Donc, il va falloir que je décompose le problème. J'ai deux façons de le faire. Je peux le faire de cette façon-ci. Je peux commencer à gauche, en sachant que tout ce qui est à gauche de 0 est 50%. Donc, j'ai déjà toute cette partie-là. Okay? Ensuite, il me reste à droite ici. Il faut que j'aille à 1,51. Rien de plus facile, je m'en vais dans la table à 1,51. 1,50, 1,51, 43,45, 0,4345. 43,45% des scores vont tomber entre 0 et 1,51. 50% des scores vont tomber entre 0 et l'infinité vers la gauche. Donc, si je veux tout ça en gris, quoi de plus simple que d'additionner 50 plus 43,45, 93,45%. Donc, les chances que je pige un score Z d'une distribution normale standardisée et que ce score-là soit de 1,51 ou moins sont de 93,45%. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une distribution normale, standardisée, j'ai vraiment beaucoup de chances que si je pige un score Z au hasard, qu'il soit de 1,51 ou plus bas. Vraiment beaucoup de chance. J'ai 93,45% de chance. OK, maintenant, on va essayer quelque chose d'un petit peu différent. Ben, dans la même lignée, mais un petit peu différent. OK? Et c'est la chose suivante. J'aimerais savoir, si j'ai une distribution normale, gaussienne, que j'ai standardisée, quelles sont les chances que si je pige un score Z, OK, il soit plus petit que moins 2,41, mais aussi, ou bien plus grand que 1,68. OK? Qu'il soit plus petit que moins 2,41, ici, ou bien plus grand que 1,68. Donc, ça veut dire plus petit que moins 2,41, ça veut dire tout ça. J'aurais pu mettre un moins 2,41 ici. Ou bien plus grand que 1,68, ça veut dire tout ça ici. 1,68 jusqu'à... Comment vous feriez ça? Mettez ça sur pause, essayez ça. OK. Avez-vous essayé? Avez-vous obtenu quelque chose? On va voir si vous l'avez eu. Voici comment procéder. Ça, c'est un peu plus compliqué, right? Parce que dans le fond, ici, je calcule la probabilité associée à deux zones. Jusqu'à maintenant, c'est juste la probabilité associée à une zone. C'est tout le temps une zone grise. C'est tout le temps une zone grise. Okay? Mais là, j'ai deux zones grises. Ici. Okay? Comment faire ça? Ben, commençons avec ce qu'on sait de plus simple. On sait qu'à gauche, il y a 50%. OK? 50% à gauche. On sait aussi qu'on peut calculer la probabilité de trouver un score Z qui est entre 0 et moins 2,41, qui est la même chose que 2,41 à cause de la symétrie. Si je vais à 2,41, puis là, oui, en passant, j'ai coupé la table pour me donner un peu plus d'espace, là. Mais si je vais à 2,41, 2,4, 2,40, 2,41, 0,4920, 49,20% des scores vont tomber entre 0 et moins 2,41. OK? Et donc, ce qui me reste ici, dans la section grise ici, ce qui est plus petit que moins 2,41, ça va être
50%, moins 49,20, 0,80. Donc 0,80% des scores vont tomber à moins 2,41 ou plus petit. Okay. Donc j'ai une partie de la solution. J'ai trouvé la probabilité associée à moins 2,41 ou moins. Maintenant, il faut que je trouve la probabilité des scores qui sont associés à 1,68 ou plus. Ben, j'utilise la même logique. Je sais qu'il y a 50% des scores qui se situent à droite. Puis je sais, avec la table, que 45,35 ici, 45,35% des scores se situent entre 0 et 1,68. 1,68, 1,6, 1,60, 1,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 45,35. 45,35% des scores sont ici. Okay? Donc, ce qui m'intéresse, c'est la zone grise. Ben, quoi de plus simple? Je fais le grand 50% de droite, moins la partie qui ne m'intéresse pas, 45,35, et ça me donne 6,65. 6,65% des chances que si je tire un score Z au hasard d'une distribution standardisée normale, ce score-là tombe entre 1,68 et plus. Et souvenez-vous, ici j'avais 0,80% qu'un score dans une même distribution tombe entre moins 2,41 et moins. Ben alors, je fais juste additionner ces deux probabilités-là. 0,80 puis 6,65. Ça me donne 7,45. Ce qui veut dire que j'ai 7,45% de chance que si je pige un score Z au hasard, il soit plus petit, ou égal ou plus petit à moins 2,41, ou bien égal ou plus grand à 1,68. Essayons un autre exemple ici, celui-là est un peu plus simple. On va voir si vous l'avez. J'ai une distribution gaussienne normale que j'ai standardisé tous les scores, tourné tous les scores en score Z. La moyenne est égale à 0, maintenant l'écart type est égal à 1. Okay? Et je veux savoir, si je pige un de ces scores standardisés-là au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit plus grand ou égal à 1,64. Ben, c'est ça ici. Okay? Vous pouvez ma flèche. C'est ça ici. Et à partir de 1,64 que j'aurais pu mettre ici. OK. Maintenant, quelle est la probabilité que de tout ça ici, la région en grise? La probabilité qu'un score soit égal à 1,64 ou plus. Comment vous le feriez? Essayez-le, mettez-le sur pause, puis ensuite revenez-moi. OK. L'avez-vous essayé? Qu'avez-vous trouvé? Ben, rien de plus simple. Évidemment, vous savez que la table vous donne toujours la probabilité entre 0 et un certain score. Pas entre un score Z et un autre score Z, ou un score Z qui n'est pas 0 et l'infinité, par exemple. Mais vous pouvez utiliser quand même le fait que tout ce qui est à droite de 0 est 50%, donc 0 ou plus, c'est à 50%. Et ensuite, vous pouvez calculer la probabilité de trouver un score qui est entre 0 et 1,64, qui est ça ici. Et si vous faites 1,64, 1,60, 61, 62, 63, 64, okay, parce que ça tombe à 0,04 ici, puis à 1,6 ici, c'est 44,95. Donc 44,95% des scores tombent ici. La zone qui ne nous intéresse pas ici, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la zone plus haut. Ici. Ben, rien de simple, rien de plus simple plutôt. Ou peut-être rien de simple, parce que finalement, c'est pas facile, je comprends. Là, mais pour moi, rien de plus simple parce que ça fait des semaines que je travaille là-dessus. 50% moins 44,95 est égal à 5,05%. Donc, si vous avez une distribution que vous présupposez être normale, gaussienne, et que vous l'avez toute standardisée, vous avez 5,05% de chance, donc assez peu de chance en fait, hein, que un score Z que vous pigiez au hasard soit de 1,64 ou plus grand. Okay? Et en passant, ça voudrait dire, encore une fois, dois-je le redire, ça serait la même chose si je vous avais dit quelle est la probabilité que vous tiriez un score Z dans cette distribution standardisée normale-là, qui est de moins 1,64 ou moins. Donc de l'autre bord ici, ça serait exactement la même chose. Vous auriez fait le travail du côté inverse. OK, donc, ce que je viens de vous montrer, si je reviens à la base, c'est que je suis en train de vous dire qu'on a des bonnes raisons de croire qu'une énorme quantité de variables en psychologie, en physique, en astrophysique, dans toutes sortes de domaines de la science, okay, en chimie aussi, toutes sortes de variables se distribuent de manière normale. Et ce que ça veut dire de manière normale, ça veut dire
pour revenir complètement à tantôt, ce que ça veut dire de manière normale, ça veut dire une distribution gaussienne comme ça ici. OK? Alright? Ça veut dire ça ici. Et une distribution normale, attendez un petit peu, juste pour vous donner un exemple, oups, on sait aujourd'hui que la taille, que le poids à la naissance, que la pression artérielle, que le quotient intellectuel, que la performance académique, toutes plein de variables comme ça, on croit vraiment qu'elles se distribuent de manière normale ou approximativement normale. J'avais mon graphique ici, je ne sais pas pourquoi tantôt je suis retourné. OK? Donc, normal ou approximativement normal, ça veut dire assez normal pour pouvoir calculer des probabilités. Okay? Peut-être pas parfaitement comme ça, mais assez proche. Okay? All right? Donc, et comment qu'on le sait? Ben, c'est que on n'a jamais calculé la taille ou le quotient intellectuel de tout le monde au monde, évidemment. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que ça fait des centaines d'années, là, même plus, qu'on a des échantillons de la taille de différents groupes partout au monde, du quotient intellectuel de différents groupes, ou de la performance académique de plein de différents groupes, ou de la pression artérielle de plein de différents groupes. Quand on met toutes ces données-là ensemble, ce qu'on se rend compte, c'est que tous les échantillons se distribuent tout le temps pas mal de manière normale. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors là, on se dit, bon, ben, si à chaque fois qu'on prend un échantillon, on se distribue tout le temps de manière normale, la population doit se distribuer de manière normale. OK? Et mathématiquement, ça peut être démontré, ça. Okay? Donc, on a des bonnes raisons de croire qu'il y a beaucoup de choses en psychologie qui se distribuent de manière normale ou approximativement normale. Et souvenez-vous, ça veut dire ces choses-là. Et ça veut dire qu'on peut dire des probabilités. On peut calculer les probabilités d'avoir obtenu un certain score, ou un certain score Z, dans le fond, au hasard, comme on vient de faire. Okay? Donc, mettons tout ça ensemble, puis essayons un exemple, okay? De quelque chose d'un peu plus concret. Dans le domaine de l'intelligence, il y a un test de QI spécifique, je pense que c'est le Stanford Binet, si je ne me trompe pas. Ou c'est peut-être le Welch. En tout cas, peu importe le nom, mais il y a un test d'intelligence, le plus populaire. Okay? Et ce test d'intelligence-là, il est administré depuis des années à des grands groupes de partout dans le monde, et ainsi de suite, de telle manière qu'on croit vraiment, on croit, là, on est pas mal certain que dans la population en général, okay, la moyenne est tout le temps, tourne alentour de 100 pas mal. La moyenne est 100, quelque part alentour de 100. Puis son écart type à cette distribution-là est 15. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a des très bonnes raisons de croire. On peut pas mal prendre ça comme acquis. Okay? Encore une fois, souvenez-vous, là, en stats inférentiels, on prend toujours des choses pour acquis. Okay? Mais on a des très bonnes raisons de croire et de prendre pour acquis qu'au niveau de la population, le QI, le score à ce test d'intelligence-là, là, se distribue de manière normale, premièrement, okay? Et avec une moyenne de 100 et un écart type de 15. Donc, un QI moyen, c'est 100. Si vous êtes à un écart type en haut de la moyenne, vous avez un score de 115. Si vous êtes à deux écarts types en haut de la moyenne, vous avez un score de 130. Okay? Si vous êtes à un écart type en dessous de la moyenne, vous êtes à 100 moins 15, ce qui veut dire 85, et ainsi de suite. Okay? Imaginons que votre ami a complété un test de QI, qu'il a obtenu un score Z de plus 2,75 par rapport à cette moyenne qu'on croit être vraiment la moyenne de la population là, et l'écart type de la population. Okay? Il a fait un score, il a eu un score Z de 2,75. Ça veut dire qu'il est à 2,75 écart type au-dessus de la moyenne. Ceci semble être une excellente performance. Mais comme je vous demandais au tout début, quand on a commencé à parler des statistiques inférentielles, avec tous mes scénarios où on disait les statistiques descriptives ne peuvent pas nous permettre de répondre à cette question-là, je peux vous demander, OK, 2,75, ça semble être très bien. 2,75, un score Z de 2,75, c'est 2,75 écart type au-dessus de la moyenne. Mais c'est quoi les probabilités d'avoir un score Z de 2,75 au-dessus de la moyenne en général quand on mesure quelque chose? C'est un événement rare ou un événement commun? Ben, ce qu'on sait à propos du QI, le fait que ça se distribue normalement, nous permet de répondre à cette question-là. Parce que ça, dans le fond, c'est une question de
quelle est la... Parce qu'on sait que c'est une distribution normale, le QI. Enfin, on présuppose, on a des très bonnes raisons de penser que ça se distribue normalement. Okay? Or, j'ai dit que mon ami a obtenu un score de 2,75. Quelles sont les chances d'avoir un score de 2,75, un score Z, je veux dire, de 2,75 ou plus? C'est-tu un score rare ou un score assez commun? Mais c'est un problème de ce type-là ici. Distribution normale, 0, tout est standardisé. Okay? Mon 0 ici représente la moyenne de 100. Mon 1 représente un écart type de 15. Okay? Mais on a tout standardisé. On a dit que dans le score, son score d'intelligence standardisé est de 2,75. Je pense que c'était ça. Oui, 2,75. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quoi les chances d'obtenir un score de 2,75 ou plus? OK? Ben, les chances que, au hasard, je pige un score Z dans une distribution normale standardisée, comme le QI par exemple, qui soit de 2,75 ou plus, ben, c'est ce qui est en gris ici, ben, je vais dans la table, 2. En fait, c'est vrai, je ne vais pas vous remontrer le calcul au complet, mais vous savez que pour calculer cette probabilité-là, vous devez d'abord faire tout le 50% qui est à droite, OK? Puis ensuite, faire entre 0 et 2,75. Entre 0 et 2,75, c'est 2,70, 11, 12, 13, 14, 15, 49,70. Donc, il y a 49,70% des scores qui se situent entre 0 et 2,75. Et si je fais 50% de tout ce qui est à droite, moins 49,70% qui est entre 0 et 2,75, ça me laisse la petite région ici, okay, qui est de 0,3%. Ça veut dire que mon ami, okay, a eu un score de 2,75, un score Z de 2,75. Okay, ça veut dire un score qui est 2,75 écart type en haut de la moyenne. Et les chances d'avoir ce score-là, les probabilités sont de 0,3. D'avoir un score comme ça ou plus, sont de 0,3. Ça veut dire que c'est un score extrêmement rare. Conclusion, la probabilité d'obtenir un score égal ou supérieur à celui de mon ami est de 0,3%. Donc, il y a très peu de gens qui ont un score comme ça. 99,7% des gens ont un score plus bas que lui. Donc, c'est un score très rare. Donc, son score est extrêmement rare, donc il est extrêmement bon, est extrêmement intelligent. Et je remets ici la présupposition. En présupposant que le QI se distribue normalement et avec une moyenne de 100 et un écart type de 15. Okay? Mais on a des très bonnes raisons de présupposer ça. Mais c'est une présupposition. Et pendant tout le reste du cours, en stats inférentiels, on va toujours se baser sur des présuppositions qu'on pense avoir des bonnes raisons de faire, mais ça reste des présuppositions. Okay? Je vous laisse là-dessus pour l'instant, je vous en ai assez donné, vous devez avoir la tête qui tourne. Ciao!